Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, j'espère que je ne ferai pas trop de redites par rapport à ce propos introductif, mais sans surprise, vous allez retrouver des accents communs. Je tiens à partager avec vous les trois valeurs qui ont guidé notre action depuis 2017. Le progressisme, le pragmatisme et l'humanisme. Je les partage avec vous alors que notre système énergétique fait face à un moment clé de son histoire. D'une part, car nous sommes appelés à choisir l'avenir de notre mix énergétique, un choix qui ne peut plus attendre si nous voulons être au rendez-vous de la neutralité carbone en 2050. Et c'est dans le temps long que s'inscrit notre action autour de ces trois priorités. D'autre part, car notre économie fait face à un choc sans précédent dans le fonctionnement du marché, un prix du gaz à 77 € du mégawattheure et un prix du carbone à 84 € de la tonne. Cela signifie qu'un baril équivalent pétrole coûte 184 $. Jamais nos économies n'ont connu un tel choc, en tout cas jamais depuis un certain temps. Face à la crise, c'est avec ces trois priorités que nous avons réagi et c'est ce que nous continuerons de faire. Croire au progrès, tout d'abord. Croire au progrès, c'est démentir ceux qui ont voulu faire croire que l'atteinte de nos objectifs climatiques ne pouvait passer que par une mise sous contrainte, un renoncement. Et c'est assumer en même temps la responsabilité climatique qui est la nôtre et l'ambition que nous devons nous donner pour y répondre. C'est réaffirmer que pour réussir le défi climatique, nous ne pouvons plus nous voiler la face sur notre empreinte carbone. Nous devons faire payer le carbone aux frontières. C'est tout le sens du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui sera un des éléments prioritaires de la présidence française de l'Union européenne, comme l'a rappelé jeudi dernier le président de la République. Mais nous devons aussi faire le choix résolu de notre réindustrialisation, car c'est dans la production, dans l'emploi industriel et dans l'innovation que nous allons décarboner et en même temps construire notre avenir. Croire au progrès, c'est être le premier gouvernement à inscrire dans la loi l'objectif de neutralité climatique en 2050. Ce que nous avons fait le 8 novembre 2019, mais c'est aussi et surtout nous donner les moyens concrets de mettre en œuvre cet objectif et ne pas en rester aux paroles. La stratégie nationale bas carbone de 2020 fixe un premier cap et nous avons cherché à identifier les méthodes qui permettront de tenir ce cap. Sur ce sujet, l'industrie a été en pointe. Pour les trois filières les plus émettrices, que sont l'acier et l'aluminium d'une part, la chimie et le ciment les deux autres, nous avons mené un travail pionnier de diagnostic des gisements. Ces feuilles de route ont été publiées au cours du mois de mai. Je rappelle que ces trois filières, elles pèsent à elles seules plus de 70% de l'empreinte carbone de l'industrie. Ces feuilles de route identifient les baisses d'émissions accessibles, leurs coûts, les leviers technologiques et réglementaires pour les activer. Nous sommes passés des paroles aux actes. Nous allons les poursuivre et les approfondir pour l'ensemble des filières, puis l'ensemble des secteurs, comme nous y invite le législateur dans la loi Climat Résilience. Au-delà de cette méthode quantitative, rationnelle, fondée sur des diagnostics concrets, nous portons un message. C'est l'industrie française, parmi tous les secteurs, qui a mené ce travail en premier. Et c'est elle qui a su trouver les solutions pour atteindre l'objectif. Cela illustre que notre industrie est au rendez-vous de l'avenir et des défis de 2030. J'y reviendrai évidemment. Croire au progrès, c'est investir dans notre avenir et faire confiance aux acteurs économiques pour se transformer. Nous avons investi 1,2 milliard d'euros avec France Relance pour décarboner en profondeur notre industrie. Cette action a nourri notre réflexion sur la trajectoire pour atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050. 758 millions d'euros sont d'ores et déjà déployés sur 141 sites partout sur le territoire, permettant d'éviter l'émission de 2,8 millions de tonnes de gaz d'équivalent CO2 par an dans tous les secteurs de notre industrie. C'est un effort massif qui, en un an seulement, a su faire 10% du chemin que nous devons faire en 10 ans. Ça veut dire que tous les efforts complémentaires des industriels, c'est du temps et des émissions de carbone de gagner. Et nous devons continuer d'accélérer, c'est toute l'ambition de France 2030 qui consacre 5 milliards des 30 milliards d'euros à la décarbonation des processus industriels. Cette enveloppe, elle tire pleinement les conclusions des feuilles de route que j'ai mentionnées pour crédibiliser l'atteinte de nos objectifs climatiques dans l'industrie.
Pour réussir notre transition écologique, un enjeu crucial réside dans notre capacité à faire de la décarbonation, qui sera souvent une électrification, un levier de compétitivité pour nos entreprises. Pour la réussir, nous mettrons en œuvre ces soutiens de France 2030 en visant à la fois la décarbonation accessible, celle pour laquelle les technologies existent déjà, c'est ce que nous faisons avec le plan France Relance, mais aussi une décarbonation profonde qui s'appuie sur des ruptures technologiques, qu'il s'agisse de l'hydrogène bas carbone, de la capture de carbone ou d'autres technologies avancées. Nous ferons émerger les acteurs innovants, créateurs de valeur industrielle en France et d'emplois qualifiés qui répondront à ce défi. Et nous le ferons avec nos industriels, en mettant en place des mécanismes de soutien innovants, reposant sur des contrats par différence, octroyés de manière transparente, ouverte et concurrentielle. Nous sommes les premiers en Europe à le faire à cette échelle. Les premiers en Europe. Et cela s'inscrit pleinement dans le nouveau cadre prévu pour les aides d'État par la Commission européenne, auquel nous avons très étroitement contribué. Dorénavant, lorsque les prix du carbone deviendront élevés, la valeur des projets de décarbonation sera partagée avec la collectivité. Dorénavant, nous atteindrons nos objectifs au meilleur coût. Et surtout, dorénavant, chacun sera libre de choisir les meilleures solutions pour son activité. Nous lancerons dans les prochaines semaines une consultation publique sur ces instruments afin de bâtir cela en co-construction. Croire au progrès, c'est évidemment croire à la science et à l'innovation. Nous avons fait le pari de la création d'une nouvelle filière clé pour notre décarbonation, c'est évidemment la filière hydrogène bas carbone. Elle bénéficie de 7 milliards d'euros de soutien public dans le cadre du plan d'investissement d'avenir, auquel nous rajoutons près de 2 milliards d'euros supplémentaires dans le cadre de France 2030. C'est donc 9 milliards d'euros qui sont sur la table pour bâtir cette filière d'hydrogène décarboné. Ces soutiens, ils visent à réussir un équilibre entre, d'une part, le soutien à l'industrialisation des briques technologiques. Je pense évidemment aux projets de start-up industriels que sont McPhy à Belfort ou Genvia à Béziers, et d'autre part, des soutiens au déploiement de ces solutions pour décarboner notre économie. Ces soutiens s'inscrivent dans une démarche commune avec nos partenaires européens via un projet important d'intérêt européen commun. Vous savez, c'est les fameux PIEC. Ils prouvent que l'Europe est capable de construire ensemble de nouvelles filières et d'avoir un niveau d'ambition inégalé. En parallèle, nous déploierons le régime d'aide aux électrolyseurs prévu dans la loi énergie-climat et inscrit dans l'ordonnance du 17 février dernier, sur lequel une consultation publique va également s'engager très prochainement. Nous serons évidemment particulièrement attentifs au volet industriel et à ce que ce mécanisme valorise les projets qui ont le meilleur contenu européen, dans le même souci d'articulation entre déploiement des équipements et industrialisation des briques technologiques. Croire au progrès, c'est enfin donner un rôle central à l'expertise, mais une expertise dans la concertation. Et je tiens vraiment à saluer le travail mené par RTE depuis 2 ans, dont la profondeur, la rigueur et la stricte neutralité ont su convaincre et rétablir une analyse objective des chemins possibles vers la neutralité carbone en 2050. Ce travail n'a aujourd'hui pas d'équivalent en Europe, et c'est, je crois, un élément important pour convaincre de notre vision de l'avenir énergétique de notre continent que d'inviter, ce que nous avons fait, nos partenaires à reproduire cette démarche dans leur contexte national, car chacun aura sa trajectoire carbone partant de ses atouts, de ses vulnérabilités pour réellement matérialiser le zéro carbone en 2050. Ce travail, il a évidemment pleinement vocation à être valorisé dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Et que nous dit ce travail ? Eh bien, vous le savez, RTE montre tout d'abord que la décarbonation, elle passera par l'électrification. Si nous voulons réussir la reconquête industrielle, et vous l'avez compris, c'est l'ambition du président de la République, avec des réussites avérées depuis 4 ans, la consommation atteindra près de 750 TWh en 2050, soit près de 75% de plus qu'aujourd'hui. 75% de plus qu'aujourd'hui. Pour répondre à cet enjeu, RTE valide le choix français d'une transition énergétique qui s'appuie sur 3 piliers de manière équilibrée. D'abord, un effort considérable d'efficacité énergétique. Cet effort, je le redis, il est absolument considérable. Pas falloir se rater.
Deuxièmement, une accélération du déploiement des énergies renouvelables électriques. Même chose. C'est un niveau d'exigence très élevé. Et troisièmement, le choix du nucléaire, nouveau comme existant. Ces trois efforts seront massifs et devront être menés de front. Le rapport est sans appel sur le fait que les solutions de meilleur coût, à la fois en termes de coûts globaux de système électrique, de coûts climatiques et de niveau de consommation de ressources rares, sont toujours des solutions équilibrées qui accordent une place à toutes les technologies décarbonées. Cette voie que trace RTE, c'est celle que nous prenons, comme a pu l'affirmer le président de la République le 9 novembre dernier. Et je crois que s'agissant de la relance du nucléaire, les choses ont été particulièrement limpides. C'est une façon de vous répondre. Le deuxième enjeu, c'est d'agir avec pragmatisme. Agir avec pragmatisme, c'est utiliser tous les outils dont on dispose pour porter la meilleure action possible. Le pragmatisme, c'est de ne pas céder à l'idéologie et au dogmatisme, mais revenir aux faits objectifs. Le pragmatisme, c'est reconnaître que toutes les technologies de la transition, qui ont tout un rôle à jouer pour la neutralité carbone, ont toute leur place dans la finance verte. C'est reconnaître que le nucléaire, comme les renouvelables, sont deux composantes indissociables de la même trajectoire de neutralité. Comme l'a rappelé Bruno Le Maire en ouverture du World Nuclear Forum, il serait inconcevable et irresponsable que l'énergie nucléaire ne soit pas reconnue dans la taxonomie européenne. Et nous allons gagner ce combat. C'est un combat dans lequel l'exécutif, à tous les niveaux, est pleinement engagé aux côtés des parlementaires européens français, et d'ailleurs de tous nos parlementaires affinitaires, de nos partenaires européens affinitaires, que je tiens à saluer pour leur engagement. Tous les avis experts produits dans le cadre du règlement taxonomie montrent qu'il n'y a pas de raison de traiter différemment le nucléaire et les renouvelables dans la transition. La transition énergétique ne peut s'offrir le luxe de l'idéologie et des anathèmes. La science, l'expertise et le pragmatisme sont les seules voies pour affronter le défi climatique. Le pragmatisme, c'est également choisir les méthodes qui fonctionnent, mais également savoir tirer le retour d'expérience. Cela suppose de regarder avec lucidité et humilité ce qui n'a pas fonctionné. Nous nous y sommes efforcés dans la filière nucléaire qui, depuis le rapport FOLS en 2019, s'est saisie de l'enjeu de reconquérir sa performance. Je tiens à saluer l'action énergique menée dans les plans Excel et Juliette au sein d'EDF et de Framatome. Les soutiens engagés dans France Relance complètent et approfondissent cet effort avec 470 millions d'euros pour rendre plus compétitif notre tissu de PME et d'entreprises de taille intermédiaire qui fait vivre la filière dans les territoires. 95 projets sont à date lauréats pour 110 millions d'euros d'aide et nous allons poursuivre et approfondir cela avec le fonds filière que nous avons créé avec EDF pour investir afin d'être prêts à répondre aux défis lancés par le président de la République. Le pragmatisme, c'est aussi utiliser mieux ce que l'on a déjà tout en construisant l'avenir de notre outil énergétique. Notre parc historique est aujourd'hui une des formes d'électricité décarbonée les moins coûteuses en Europe, voire dans le monde. Il continuera dans la durée de nous apporter un avantage économique comparatif si nous en optimisons la durée de vie, comme nous y invite le rapport RTE, sans bien sûr en aucun cas revenir sur le sujet de la sûreté des installations. Il est un atout pour réaliser la transition en réindustrialisant, mais également en transformant les usages dans le bâtiment ou les mobilités et en préparant le renouvellement d'un mix énergétique équilibré à 2050. C'est dans cette logique que la trajectoire du parc devra être mise en perspective dans la prochaine PPE, en veillant à garantir la sûreté et assurer le meilleur coût pour la collectivité. Cela suppose aussi de relever notre niveau d'exigence pour la disponibilité du parc nucléaire français. Nous nous sommes, peut-être, ces dernières décennies, un peu trop reposés sur nos lauriers, alors même que le productible s'amenuisait. Fin novembre, 30% du parc était à l'arrêt. Or, tout en accordant la priorité à la sûreté d'exploitation, nous pouvons collectivement faire mieux. L'exigence est probablement le plus beau cadeau que l'on puisse faire à cette filière, dont notre pays peut être fier. Le pragmatisme, c'est aussi choisir un modèle de marché pour notre système énergétique, mais un marché régulé. Si la logique de marché permet d'assurer à tout instant l'appel des centrales les moins coûteuses et la sécurité d'approvisionnement, elle échoue à sécuriser sur le long terme les investissements dont nous avons besoin pour notre décarbonation et notre sécurité d'approvisionnement.
Elle ne permet pas non plus d'assurer un juste partage de valeur entre exploitants et consommateurs, j'y reviendrai. C'est pour cela que nous assumons un équilibre possible entre ouverture à la concurrence et service d'intérêt économique général, entre libéralisation et régulation publique. Le pragmatisme, c'est enfin prendre le meilleur de la concurrence internationale tout en réaffirmant notre exigence d'un jeu loyal. Nous faisons le choix d'un développement massif des énergies renouvelables, car elles sont le complément indispensable de notre filière nucléaire. Pour que ce choix prenne tout son sens et pour que la transition énergétique soit socialement et économiquement juste, cela suppose de veiller à des filières renouvelables qui privilégient les équipements les moins émetteurs de carbone. Vous connaissez l'histoire sur les voitures électriques. Si la batterie électrique est conçue à partir d'énergie ou nécessite de l'énergie à base de charbon à l'autre bout du monde, entre le coût logistique et le coût de production, eh bien finalement, on finit par avoir un produit qui est plus carboné que des moteurs thermiques. C'est évidemment pas notre objectif. C'est ce que nous faisons dans le photovoltaïque en appel d'offres et ce que nous sommes en train de notifier pour les petites installations. Cela suppose également de valoriser les projets qui associent le mieux les partenaires locaux, les citoyens, comme le tissu économique local. Le retour d'expérience des appels d'offres éoliens offshore montre combien c'est une condition essentielle du succès des projets. Ce sont les filières renouvelables qui jouent local et créent de la valeur en Europe et en France qui réussissent le mieux leurs projets. C'est une réponse aussi à une de vos interrogations. Agir avec humanisme, enfin. Agir avec humanisme, c'est placer les Français et donc les consommateurs au cœur de notre action et de ces transformations. Face à la crise énergétique sans précédent que nous connaissons, le gouvernement a fait le choix de mettre la protection des consommateurs plus que jamais au cœur de notre action. Un effort massif a été consenti dans le projet de loi de 2022 de finances pour nous donner la possibilité d'abaisser la fiscalité de l'électricité autant que nécessaire et pour tous les consommateurs résidentiels comme industriels afin de nous rapprocher d'une hausse contenue sous 4%. Cette promesse prise par le Premier ministre le 31 septembre dernier sera tenue, grâce à cet instrument notamment. Nous avons aussi consenti une avance exceptionnelle du mécanisme de compensation carbone à hauteur de 150 millions d'euros dans le même projet de loi de finances pour protéger nos industriels électro-intensifs contre les fuites de carbone indirectes. Et nous continuerons à agir si besoin. Placer le consommateur au cœur de notre action nécessite en effet de réaffirmer le lien indissoluble entre la structure de coût du mix énergétique français décarboné et les conditions d'approvisionnement de tout consommateur établi en France. Et je vais citer le président Boiteux, dont l'année prochaine marquera le centenaire. Les tarifs sont faits pour dire les coûts, comme les horloges pour dire l'heure. 40 ans après avoir pris le pari réussi du nucléaire, nous ne pouvons pas accepter un fonctionnement de marché où les prix du gaz et du carbone dirigent le prix de l'électricité décarbonée française. Si cette crise montre combien notre choix d'une transition écologique équilibrée entre nucléaire et renouvelable est pertinent, elle nous rappelle et elle nous appelle aussi à réaffirmer et renforcer le lien entre l'outil de production et le consommateur final national. Le premier de cet outil pour protéger les Français, c'est le parc nucléaire historique. Et vous savez que j'ai confié à Philippe Darmaillan le rôle d'expertiser, de définir et d'accompagner la mise en œuvre d'instruments par lesquels les investissements dans le parc français pourraient être, comme ils l'ont été il y a 10 ans avec le consortium Exeltium, un levier d'approvisionnement à long terme pour nos industriels. Ce travail important s'inscrira sur le cas particulier de nos industriels en complément d'un travail plus transversal sur l'ensemble des consommateurs. Ce parc construit par l'État à travers son établissement public est en quelque sorte l'héritage reçu de nos prédécesseurs pour assurer notre souveraineté énergétique et notre compétitivité. Et finalement, on pourrait dire qu'EDF en porte la responsabilité pour le compte de toute la collectivité nationale. Nous construirons dans la durée les instruments appropriés en veillant à assurer sa couverture des coûts et sa juste rémunération pour partager sa valeur avec tout consommateur français, quel que soit son fournisseur, et qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises. L'outil actuel, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, l'AREN,
doit pouvoir évoluer autant que possible pour rétablir le lien entre tarif du consommateur et coût du producteur à un niveau légitime qui représente la part du parc nucléaire dans le mix énergétique. Vous savez le combat que mène Bruno Le Maire et moi-même sur ce sujet. N'oublions pas que c'est grâce à ce parc que nous pouvons prendre aujourd'hui l'engagement d'une hausse de l'électricité d'au plus 4% cet hiver, quand tout le reste de l'Europe connaît des hausses d'au moins 20%. Cette mesure, c'est aussi une première étape vers une régulation durable qui préserve nos acquis nucléaires dans l'esprit de service public de l'énergie qui est celle du producteur français depuis 1946. Dans ce lien entre consommateurs et mix énergétique, nous ne devons pas non plus oublier les filières renouvelables. Nous devons redonner au consommateur son rôle pour assurer la transition énergétique et libérer toutes les initiatives pour permettre, dans la durée, aux consommateurs de trouver des opportunités d'approvisionnement de long terme et aux filières renouvelables de trouver des opportunités de financement complémentaires des soutiens publics. C'est ainsi que nous accélérerons la transition et c'est ainsi que nous protégerons le consommateur. Au terme des travaux menés cette année et dans lesquels je tiens à saluer l'implication des filières et des consommateurs industriels, nous avons, avec Bruno Le Maire, demandé à BPI-France de mettre en place rapidement un régime de garantie des PPA renouvelables conclus par nos industriels. C'est un enjeu important pour permettre à ceux qui le souhaitent de se couvrir dans la durée sur leur approvisionnement énergétique. Enfin, l'humanisme, c'est aussi se poser la question du pouvoir d'achat. L'efficacité énergétique est un levier fondamental pour maîtriser la facture des ménages. Nous avons, vous le savez, consacré en 2021 2,4 milliards d'euros à cet effort via MaPrimeRénov'. Ces 2,4 milliards d'euros, c'est plus de 6 milliards d'euros de travaux et la création de 22 000 emplois d'ici 2022. Nous nous sommes également efforcés d'améliorer le régime des certificats d'économie d'énergie pour mieux cibler, mieux le diriger vers les opérations les plus créatrices de valeur pour les consommateurs dans sa 5e période. Nous devrons, dans les années à venir, aller encore plus loin. Nous devrons évidemment améliorer la cohérence entre tous les instruments pour l'efficacité énergétique du bâti, les normes comme les taxes, les subventions, en priorisant mieux les passoires thermiques et nos concitoyens les plus précaires. Cela suppose de replacer le consommateur au cœur du dispositif et plus précisément sa consommation mesurée au compteur. Nous devons construire ensemble un fonctionnement renouvelé qui assigne un objectif simple de baisse de consommation, ce qui ne veut pas dire de la baisse de confort, vous l'avez compris, et assure que chaque euro dépensé pour l'efficacité énergétique se traduise non pas par des gestes de travaux, mais par des kilowattheures en moins et donc des factures en baisse pour les plus vulnérables. C'est notre responsabilité sociale. Beaucoup a été accompli au cours de ces 4 dernières années pour remettre la rationalité et les Français au cœur de notre politique publique de l'énergie. La filière a un rôle fondamental à jouer en avant-garde de notre reconquête industrielle. Elle peut être fière de ce qu'elle a construit au cours de ces 50 et plus dernières années. Mais je veux dire que nous avons devant nous une très belle histoire à construire. Celle de la France de 2030 et au-delà, celle de confier à la génération future une économie compétitive et décarbonée d'ici 2050, celle d'une France qui aura su reconquérir son rang parmi les grandes nations industrielles et qui aura été à la hauteur du défi climatique. Je vous remercie.